On en arrive au sujet sur la Tunisie. On n'en a jamais véritablement beaucoup parlé dans le détail dans cette émission. On avait évoqué la période Ben Ali, etc. Mais là, actuellement, on a est-ce que c'est une crise de régime? Est-ce que c'est un simple bouleversement constitutionnel? En tout cas, il y a des voix qui s'élèvent contre l'actuel président, Kais Saied. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap et à l'issue de ça, on lira un article, je crois, de Libération. Et je vous en proposerai en rediffusion, voilà, toutes les sources que j'ai utilisées pour la rédaction de cette petite chronique. Alors déjà, qui c'est Kais Saied? Il est issu de la classe moyenne tunisienne, il était professeur de droit constitutionnel. Alors l'université de Sousse et après à Tunis, si là je vous dis ça de tête. C'était quelqu'un qui cultivait et qui cultive toujours d'ailleurs l'image d'un homme simple, pour pas dire un président normal, qui va dans des cafés populaires pour rencontrer les gens directement. Je crois que c'est encore le cas d'ailleurs. Qui était auréolé d'une aura de probité avant son élection. 72,71% des voix au second tour des élections présidentielles. Ça, c'était en 2019. Et alors, pourquoi je vous parle de probité? Genre, il faisait le mec un peu beau joueur, tu vois. Alors, il était peut-être obligé de le faire. Il avait cessé prématurément de faire campagne dans l'entre-deux-tours pour respecter le temps de parole de son concurrent, Nabil Karoui, qui est un homme d'affaires, un peu plus en mode libéral, à ce que j'ai compris, qui était à l'époque incarcéré. Et du coup, il s'est dit, bah voilà, vu qu'il faisait campagne via sa femme comme porte-parole, c'est un peu compliqué. Donc il a dit, vas-y, bah, j'arrête de faire campagne prématurément. Et comme ça, voilà, le temps de parole est équitable, mon copain. Bon, il savait sûrement qu'il allait gagner quand même. Plus facile d'être beau joueur quand on a une victoire assurée l'avance. 56% de taux de participation. On en parlera, mais justement, le taux de participation en Tunisie, depuis que Ben Ali a dégagé, il s'est complètement effondré. Il y avait des commentateurs qui nous disaient quand on a plus de 20% de taux de participation, on est content. Alors, gauchiste pour les uns, salafiste pour les autres. Moi, j'ai vu tous les qualificatifs. Ça dépend aussi des périodes, ça dépend des moments, puisqu'il y a un tournant de la rigueur, on va dire. Le président Saied a, dans un premier temps, déjà, ça avait un peu mal démarré parce qu'il avait du mal à former un gouvernement avec le parti conservateur qui, eux, avaient gagné les législatives, Ennahda. Et le nom de ce parti reviendra. Alors, parti qui refuse aussi dans un premier temps un vote de confiance en raison de l'absence de participation d'au cœur de la Tunisie. C'est une autre formation politique, celle justement de Nabil Karoui, qui avait échoué au second tour de la présidentielle. Ils finissent par accorder la confiance au gouvernement après un léger remaniement, mais qui n'inclut toujours pas d'ailleurs de membres d'au cœur de la Tunisie. Ça valait le coup d'être beau joueur avec eux à la présidentielle pour pas mettre... Alors je sais pas comment, dans quelle mesure ils sont forcés de composer avec eux, de nommer au moins un ou plusieurs membres, mais en tout cas c'est le cas par rapport aux législatives. Je sais pas le score qu'ils ont fait, ce serait intéressant de regarder au cœur de la Tunisie aux législatives. Il me semble que ça s'est un peu effondré du coup suite à la défaite de leur candidat. Et donc voilà, ils ont fini par accorder la confiance. Pourquoi ? Pour éviter une dissolution, spoiler alerte, bah ça durera qu'un temps. Alors, je vous ai retrouvé exhumé une interview de 2020. L'avantage, c'est que Kais Saied, il parle, je crois que ça se prononce Raïs Saïd, d'ailleurs, je le prononce très mal, qui parle français, du coup, qui a été interviewé par France 24. Je vais pas vous faire écouter l'interview en entier, mais vous retrouverez le lien dans la description. Mais juste un passage qui me semble plutôt signifiant par rapport au sujet d'aujourd'hui, où des opposants sont arrêtés, notamment des opposants qu'on pensait intouchables. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est pour ça que la Tunisie refait parler d'elle au niveau international. Je vais éternuer. Oui, parce que Georges qui nous dit le retour de la dictature, mais effectivement, entre Ben Ali, parce que l'histoire, la Tunisie, c'est compliqué, parce que Bourguiba qui un bilan contrasté, comme on en parlait tout à l'heure, des expériences de collectivisation qui n'avaient pas marché, puis un virage libéral, un mandat qui commence par déjà l'indépendance, donc tu es content d'obtenir l'indépendance, et une certaine libéralisation des mœurs, et un côté un peu crépusculaire de la fin de son règne. Ben Ali, qui était son premier ministre, qui le destitue plus ou moins sans le dire, qui a forcé des médecins à le déclarer inapte à gouverner, et après il a été assigné à résidence. Ben Ali, bah voilà, c'était le mandat que vous connaissez. Au début, il y avait quand même un peu d'espoir sur les droits des femmes, etc. Bon, alors après, l'arrestation d'opposants, la torture des opposants, etc. Je crois que Ben Ali avait été condamné à 200 ans de prison. Par contumace, il n'était plus dans le pays.
Ben Ali qui est soutenu par la France, hein, bien sûr. Hein. C'était qui C'était Michel Alliot-Marie, non? Ou c'était son grand copain, Ben Ali? Et donc, après Ben Ali, on a eu deux présidents qui sont pas restés très très longtemps, ou pouvaient espérer quelque chose. Et bah, ça semble... il semble toujours assez soutenu, hein, ceci dit, Kais Saied, mais parce que les mobilisations, il y a une coalition, un front de salut national, je vous dis ça de tête, je crois que c'est ça le nom, avec notamment la formation du candidat qui a perdu là, au cœur de la Tunisie, et les conservateurs. Alors il n'y a pas tout le monde qui sont coalisés, et ils n'arrivent pas à réunir beaucoup de monde pour défiler dans les rues. Il a fait un référendum, on reviendra là-dessus plus tard. Je vous remets donc l'extrait de l'interview qui date de 2020, qui date de quand en 2020 ? 23 juin 2020, du coup, où France 24 avait fait le déplacement là-bas. Écoutons. Le président du Parlement, Rachid Ranouchi, a appelé Fayez al-Sarraj, après une récente victoire militaire, pour le féliciter. Est-ce qu'il se prenait pour le président de la République ? C'est à lui de poser cette question. Mais vous l'avez ressenti comme tel. Il y a un État, un seul chef d'État. Il n'y a pas plusieurs États. Alors, pardon, oui, parce qu'il parle très très lentement. Du coup, on va le mettre en 25. Il n'y a pas plusieurs chefs d'État. Il n'y a qu'une diplomatie tunisienne dirigée par le chef de l'État. Il se moque de lui en Tunisie là-dessus parce que, alors déjà, dans ses prises de parole, il parle pas... en dialecte, il parle en arabe littéraire et il parle de façon très monocorde et très lente, et du coup les gens l'appellent Robocop. La diplomatie parlementaire, c'est autre chose. Les liens et les rapports entre les parlements du monde. Mais cette position n'est pas la position officielle de la Tunisie. C'est une faute ? C'est une faute, et il a lui-même... ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que lui et son parti Ennahda ont envie de diriger le pays, même s'ils n'ont pas peut-être tous les leviers ? Alors que des positions d'ailleurs, un coup un peu les islamistes, un coup un peu... Bah finalement non, nous on est quand même pour la modernité, on est contre l'excision, mais par contre on veut pas juger parce que c'est de la chirurgie esthétique dans certains... Enfin des déclarations assez incroyables. L'excision qui serait de la chirurgie esthétique. Parce que c'est plus joli. Vrai truc, vrai take de certains membres de ce parti. Alors après, il y en avait d'autres qui s'étaient dissociés, qui avaient dit non, si vous êtes pour l'excision, vous ne pouvez pas faire partie de nos rangs. Donc, ouais, c'est pas trop des gauchistes, c'est Ennahda, on va dire, en tout cas. On a ce sentiment. C'est pas sa langue maternelle. Non, mais il la parle parfaitement, non, c'est pas ça le problème. Mais il parle parfaitement français. Hein. Mais en arabe littéraire, il parle aussi lentement aussi. Mais lorsqu'il faut rappeler à l'ordre ceux qui ont cette envie de prendre le pouvoir des autres, je leur rappelle la Constitution et... prof de droit constitutionnel à la base, hein, donc forcément, ça le fait turbo-bander. Mais bon, la Constitution, on va voir qu'il va se torcher avec, hein, ceci dit. Il y a des fans de ce mec dans le chat. Je sais pas. Manifestez-vous. Je rappelle que c'est le chef de l'État qui dirige les affaires étrangères de l'État. Vous avez l'impression qu'ils veulent prendre le pouvoir sans le dire ? Prendre le pouvoir sans le dire, peut-être c'est exagéré. Mais chercher à influencer un certain nombre de décisions, je crois que oui. À vous affaiblir ? Non, à m'affaiblir, non, parce qu'on n'appartient pas à la même mouvance. Pour essayer de m'affaiblir, c'est de la politique politicienne que je n'aime pas, et je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. C'est clair. C'est clair. Juste... Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Bah, ça semble se confirmer aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était une interview de 2020. Après une motion de censure, alors je sais plus si c'était... J'ai vu le terme motion de censure et motion de défiance, j'ai vu les deux, qui a été déposée justement par les députés de Ennahda. Le Premier ministre de l'époque, voilà, je crois que c'était un SOSDEM, parce que lui c'est censé être un indépendant. D'ailleurs, il a été élu, il parlait pas tellement de programme, il parlait de démocratie, le peuple maintenant, etc. Mais visiblement c'était compliqué d'avoir une ligne avant son élection. Donc son Premier ministre, Ilyes
Fac. Je sais pas si je l'ai bien noté. Bon, bah, il va sauter Fac. Hein. Fayez Sayed qui, comme pour se venger de ce move parlementaire, puisque ça venait de Enarda, va limoger les 6 ministres de ce parti qui participaient à son gouvernement et les remplacer, je cite, par des intérimaires. Alors, c'est Hichem Mechichi, qui, lui, n'était pas intérimaire, qui est parti de conseiller chargé des affaires juridiques à Premier ministre en passant par ministre de l'Intérieur, dont il va également reprendre l'intérim à un moment. L'autre ministre de l'Intérieur qui lui a succédé, il va sauter, il va reprendre le ministère. Le tout en quelques mois. Et qui a alors la charge à ce moment-là de former un nouveau gouvernement. Bon, il sera lui-même destitué de ces 2 postes le 25 juillet 2021. Ça va assez vite, hein, c'est compliqué à suivre. Invoquant la démocratie directe parlementaire, hein, je cite, là encore, le président projette cependant d'affaiblir le pouvoir législatif. C'est-à-dire, oui, vous avez pour démocratie directe parlementaire, mais le Parlement servira à rien. En plus, c'est pareil, démocratie directe parlementaire, on n'a pas compris ce que ça revêtait comme signification. Est-ce que c'est directement les gens, ils vont faire Étienne Chouard ou... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des mandats qui vont être révocables beaucoup plus facilement. Et alors, j'ai vu aussi un petit peu l'inverse. Hein, ça pourrait être un système de grand électeur, finalement, et du coup, plus une démocratie, plus un suffrage direct. Bon, en tout cas, ce qu'il va faire, c'est, oui, voilà, affaiblir le Parlement, instaurer un régime présidentiel fort, et commencer à gouverner par décret. La démocratie qu'on vous dit. Ce qui est analysé comme un coup d'état présidentiel par l'opposition, plutôt à raison, quoi qu'on pense d'eux. Il fait malgré tout accepter ce changement constitutionnel par référendum. Ça, c'était le 25 juillet 2022. Le oui l'emporte à plus de 90%, j'ai vu 92, 93, mais avec une participation très faible, 30% à relativiser, parce que je disais tout à l'heure qu'au-dessus de 20%, on considère que voilà, les gens se sont bougés pour les voter. Depuis la fin de Ben Ali, en tout cas. Je sais pas comment l'expliquer, je fais que vous relater. Alors, chose étonnante, même si ça relève un peu plus de l'anecdotique ici, chose étonnante, vue d'Europe en tout cas, Sayed pourfend l'immigration de populations subsahariennes dans son pays. Et il va même jusqu'à reprendre des takes grands remplacistes, en mode un petit peu... alors par exemple, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a soutenu que cette immigration clandestine relevait, je cite, d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Les mots grands remplacements sont pas prononcés, mais c'est quand même très proche. Afin de la transformer en un pays, je cite toujours, africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. C'est pareil, il y a un rapport avec l'islam aussi ça y est, il y en a, voilà, qui disent ouais c'est un salafiste, après il y en a qui disent non, il se torche avec la religion, il fait arrêter tel opposant le jour le plus saint de l'année, ça se fait pas, et puis à un moment on te dit oui je veux asseoir mon pouvoir sur l'islam et le droit coranique, et en fait finalement tu regardes dans les textes et c'est pas tout à fait le cas, donc il essaye de jouer un petit peu tous les coups, on va dire. J'avais noté le lien d'une vidéo. Oui, voilà, justement, un petit résumé par le média. Je crois que c'était il y a un mois environ comme vidéo. On va regarder ça ensemble. C'est le Renault Camus Rebeu, je sais pas. Ah non, on avait déjà Jean Messia, il peut pas y en avoir plusieurs. Il ne peut y en avoir qu'un par siècle, un par génération. C'est comme les Super Saiyans. Après, on sait très bien, les Super Saiyans, en fait, finalement, il y en a un, et puis après, il y en a 10 000, mais bon. Bref, on n'est pas là pour parler des BZ. Ce sera une prochaine émission. Mardi 21 février dernier, alors qu'il présidait une réunion du Conseil de sécurité nationale, le chef... Faut pas pointer le micro sur ton épaule, par contre, du coup, le son est un peu de gauche. De l'État tunisien, Kais Saïed, a appelé à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violences et de crimes. Évoquant l'arrivée de hordes de migrants clandestins, il a soutenu que cette immigration relevait d'une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique de la Tunisie afin d'estomper son caractère arabo-musulman. Plusieurs ONG ont dénoncé un discours raciste et haineux, et l'Union africaine a condamné les propos du président tunisien sur les migrants originaires d'Afrique subsaharienne et a appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Malgré la J'ai l'impression que malheureusement l'Union africaine, il s'exprime sur la plupart des dossiers où il s'exprime, moi je suis d'accord avec eux, mais que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce qu'ils disent. Alors je sais pas quelle réalité ça revêt dans les institutions des différents pays africains, et j'imagine que c'est différent dans chaque pays.
Est-ce qu'ils ont juste un pouvoir de préconisation? Ils émettent des avis, des recommandations? En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir un caractère contraignant. Et salut Black Ratbit qui nous rejoint. Comment ça va? Est-ce que tu es vénère? Est-ce que tu es éco-furieux? On est en train de faire un sujet sur la Tunisie. Et je suis en train surtout de chercher mes onglets. Alors oui, là tout ce que je viens de vous dire, tout ça en fait c'était que mon introduction maison à l'article d'aujourd'hui, justement sur le Libération du 19 avril 2023, que vous pouvez retrouver page 6. Voilà, un article, comme je disais, de Mathieu Gauthier, correspondant à Tunis. Dérive autoritaire en Tunisie, le scénario à l'égyptienne nous guette, parce que c'est bien de vous faire un récapitulatif des épisodes précédents, mais quoi qui s'est passé aujourd'hui. Le principal opposant au président tunisien, Kais Saïed Rached Ghannouchi, alors du coup je crois que justement c'est les conservateurs dont j'ai oublié le nom, mais qu'on va revoir tout de suite, vient de passer sa 2e nuit en prison. Voilà, Ennahda. Le dirigeant historique du parti islamiste Ennahda n'avait pas dormi derrière les barreaux depuis 39 ans. Ah bon? Parce qu'il y a 39 ans, il avait fait de la prison, c'était pourquoi à l'époque? À l'époque, le militant avait été condamné pour acte de terrorisme. Ah, c'est vrai que souvent on fait de la prison dans ces cas-là. L'histoire s'est répétée, ou presque, lorsque le procureur de la République a utilisé la loi antiterroriste pour l'arrêter à son domicile lundi soir. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de spécial là, récemment? Non pas cette fois pour avoir attaqué au vitriol un gardien de la paix, j'imagine que c'était ça à l'époque, mais pour avoir proféré des propos jugés factieux. Samedi, lors d'une réunion du Front de Salut National, le FSN, coalition d'opposants dominé par le parti Ennahda, de toute façon c'est eux qui étaient vainqueurs aux législatives, l'ennemi le plus emblématique de Kais Saïed avait averti d'une possible guerre civile si l'islam politique, dont est issue sa formation, venait à disparaître. Alors vous verrez, il dit, oui l'islam politique, mais la gauche aussi, il faut composer avec tous ces trucs-là. Et donc on a eu le droit à une capture des studios de Mosaïque FM. Alors, c'est pas l'émission dont ils nous parleront plus tard, je crois pas. Et vous voyez ici donc un Rached Ghannouchi en février qui a été arrêté et qui passe sa 2e nuit en prison, ainsi que la réunion du Front de Salut National. Comme ça, voilà, vous pourrez mettre des visages sur tous les acronymes et les noms qui seront détaillés dans cet article. C'est rollback sur rollback, c'est presque un mix aujourd'hui. Dans quel sens? Sur la technique ou sur la redondance de certains sujets? Georges qui nous dit ça sur le chat. Donc une guerre civile si voilà, l'islam politique disparaissait. Le chef de l'État tunisien a relevé le gant. Challenge accepted. Au lendemain de son arrestation, en tout cas toi tu vas en prison. Au lendemain de son arrestation, 7 camionnettes anti-émeutes, 3 4x4 et de nombreuses barrières bloquaient l'accès au siège du parti. Ils n'ont pas juste muré l'entrée, tu vois, par rapport à des choses qui se passent chez nous, ou juste couper l'électricité 1 heure. Qui a participé à toutes les coalitions gouvernementales entre 2011 et 2021, notamment la précédente du coup avant, et tous les remaniements qu'on a vus quoi. Le même jour, on a dézoomé très très fort, le même jour, le ministère de l'Intérieur a fait fermer les bureaux et interdit toute réunion du parti à la Colombe et du FSN. Après c'est une coalition de plusieurs partis, je sais pas comment vous pouvez... C'est comme quand on dit on va dissoudre un mouvement, mais tu dissous pas l'idéologie, quoi. S'il y a des gens qui sont coalisés contre toi... Un nouveau coup de force qui a provoqué une réaction de forte inquiétude de la part de l'Union européenne. Le ministère français des Affaires étrangères a estimé de son côté que cette arrestation, je cite, s'inscrit dans une vague d'arrestations préoccupante. C'est pas la seule. Plus que l'arrestation, c'est le mode opératoire qui a choqué les fidèles Nadawi du cheikh de 81 ans. Il a 81 ans, c'est vrai qu'il a pas l'air super jeune, Robocop. Une centaine de policiers ont débarqué dans la villa de Rached Ghannouchi à l'heure de la rupture du jeûne pendant la nuit du destin, l'un des moments les plus sacrés du mois du Ramadan. Du coup, ouais, c'est... Si tu veux donner des gages de oui, pour moi, le plus important dans la destinée de la Tunisie, c'est l'islam, est-ce que tu fais des trucs comme ça? Je sais pas. Selon l'entourage de l'ancien président du Parlement 2019-2021, les services sécuritaires n'ont présenté aucun document pour justifier son arrestation. Pourquoi faire? T'es pas censé être un prof de droit constitutionnel. Enfin, est-ce que tu veux pas donner une apparence de légalité à la chose? Putain, ils vont comparer à Ben Ali en disant ouais, lui au moins il faisait un peu semblant et tout. Les services sécuritaires, donc voilà, aucun document. Suspecté dans plusieurs affaires judiciaires, dont l'envoi de djihadistes tunisiens à l'étranger.
Rached Ghannouchi avait pourtant toujours répondu aux convocations. C'est du Kais Saied dans toute sa splendeur, s'insurgeait lundi Saïda Ounissi dans un tweet. Ce membre du bureau exécutif du parti dénonce la cabale sans fin du chef de l'État tunisien contre Ennahda. La détention de Rached Ghannouchi, hospitalisé mardi en raison de la dégradation de son état de santé, s'inscrit dans la lignée de la grande vague d'arrestations politiques lancée depuis février par les autorités. Une dizaine d'opposants risquent actuellement la peine de mort pour complot contre la sûreté de l'État. Même Rached Ghannouchi qui a l'air tout vieux et malade, là. Dans ce dossier, les policiers n'avaient aucun élément concret, c'est une véritable mascarade. Au moins, Ben Ali savait fabriquer de faux crédibles, s'étrangle un avocat du comité des défenses des détenus politiques. Ah, le sel est présent. Hein. Entamé en juillet 2021, tout ça pour ça quoi. En juillet 2021, avec la suspension des travaux du Parlement, jugé responsable de tous les maux du pays, c'est aussi pas au nom de ça qu'il affaiblit leur pouvoir. La dérive autoritaire du chef de l'État touche dorénavant tout le monde, même les figures a priori intouchables comme Rached Ghannouchi. L'Union européenne a d'ailleurs mandaté les ministres des Affaires étrangères portugais et belges. Pourquoi portugais et belges? Vas-y, vous faites rien là? Allez, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Pour se rendre prochainement à Tunis afin d'évaluer la dégradation économique et politique. C'est vrai que sur le coup, ça la fout très mal, étant donné que c'était sous protectorat, d'envoyer le ministère des Affaires étrangères français. En mode, oui, bon, la France-Afrique, il y en a marre, quoi. Les portraits de la vingtaine d'opposants politiques actuellement incarcérés sont placardés au mur d'une villa anonyme, au fond d'une impasse du tranquille quartier de Manzassis à Tunis, qui servait jusqu'à mardi de siège au FSN. Alors, est-ce que c'est eux-mêmes qui l'ont affiché par soutien, les portraits, ou est-ce que c'est un move du gouvernement pour dire vous voulez pas finir comme eux? Attention. Je pense que c'est plus la réponse A. Un élément à placer dans ce marasme, nous dit Georges. La bande à Ben Ali est toujours là, et ce depuis le départ même de cet enfoiré. Oui, ils le diront un peu plus tard dans l'article, c'est en fait la vie politique c'est soit des rookies, soit des noobs, tu vois, soit c'est d'anciens barons de Ben Ali. Donc c'est un petit peu compliqué aussi pour eux de fédérer. Pendant la période du Ramadan, le lieu abritait des causeries culturelles, s'apparentant davantage à un cours du soir pour retraités en balle d'activité qu'à une cellule révolutionnaire. Jusqu'à la bombe verbale, ou du moins considérée comme telle par le pouvoir, lâchée par Rached Ghannouchi. Imaginez une Tunisie sans Ennahda, sans l'islam politique, sans la gauche, sans aucune de ses composantes est un projet de guerre civile. C'est un crime. Ça, c'est du terrorisme déjà de dire ça. Moi, par rapport au truc qu'ils prônent, moi, c'est pas mes copains, Ennahda. Mais bon, est-ce que tu dois le faire arrêter sans aucun document pour cette phrase? Maintenant qu'Ennahda est sur la touche, reste à savoir comment réagira la population. Pour l'instant, pas trop, ça se le soulève pas trop, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de populisme, il a beaucoup préparé le terrain, et notamment, il était, jusqu'en 2019 en tout cas, il était assez apprécié parmi les jeunes. Je sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, étant donné la faiblesse de la participation. Alors tu te dirais, oui, il y en a que 30% qui ont voté, mais quand même à plus de 90%. Donc est-ce qu'il continue pas d'avoir le soutien de sa population? Et est-ce que malgré le soutien de sa population, est-ce que les choses sont pas en train de partir en sucette? Comme Poutine, il est moins aujourd'hui, mais avant la guerre en Ukraine, il était soutenu par une très large partie de sa population. Quoi qu'on puisse en penser chez nous, oui, moi j'en pense pas du bien. Maintenant qu'Ennahda est sur la touche, donc comment va réagir la population? La direction du parti a rappelé que la formation a vécu des heures plus sombres, dont près de 4 décennies en clandestinité. C'est pas pour un dirigeant qui a arrêté mais n'a pas appelé ses militants à descendre dans la rue. D'autant que la dernière manifestation du FSN, le 9 avril, n'a rassemblé que 300 personnes. Alors est-ce que les gens avaient peur, ou est-ce que malgré que ce soit une coalition de plusieurs mouvements, il n'y a que 300 personnes en fait? Je vous avoue que là-dessus, je m'interroge et j'ai pas tranché. Il y a un manque de structure politique pertinente, nous dit Moura Soro. Oui, genre, c'est à nous de décider pour eux qui sont les dirigeants. Pas au pays de l'Union Européenne, mais... en tout cas, tu peux avoir des condamnations formelles de certaines choses, quoi. De remaniement constitutionnel, de la façon dont sont traités les opposants. Ça, c'est la diplomatie qui s'exprime, tu vois, c'est normal. La stratégie d'alliance avec Ennahda de son président, Ahmed Nejib Chebi, peine en effet à convaincre, y compris dans son propre camp.
le syndicat hégémonique, l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT, c'est leur CGT de là-bas, je sais pas, qui mène l'autre grand pôle de résistance à Kais Saied, n'avait pas encore réagi mardi aux événements. Mais jusqu'ici, il a toujours refusé de défiler aux côtés du FSN et d'Ennahda. Donc, en tout cas, il n'y a pas la CGT dans leur coalition. La CGT. L'UGTT, du coup. La centrale a lancé un rassemblement quadripartite avec l'Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, afin de, je cite, sauver le pays. C'est l'enjeu. Mais la feuille de route se fait attendre. Avocat du comité de défense des détenus politiques, opposant à Ben Ali et éphémère ministre des droits de l'homme, Ayashi Amami ne peut que constater les dégâts. On bascule dans la transition dictatoriale. Ah, on parle souvent de transition démocratique, là, bon. S'il y avait une résistance très forte, Kais Saied pourrait reculer un peu, mais là, je ne vois pas de résistance. Le scénario à l'égyptienne nous guette. La société civile tunisienne n'a jamais compté sur les partis politiques pour défendre les libertés. Du coup, plus sur les syndicats. Elle s'organisait en collectif, prompt à manifester, mais la jeunesse, plus en mode gilet jaune du coup, mais la jeunesse a, elle aussi, déserté la rue. Une partie soutient la tentative de Kais Saied de rompre avec le modèle politique occidental. L'autre est en état de sidération. Ces militants sont déçus et fatigués par 12 années d'efforts qui n'ont pas débouché sur grand-chose, de 2011 à aujourd'hui. Le régime actuel veut en profiter pour imposer des unions générales, regroupements contrôlés par le pouvoir, dociles comme sous Bourguiba. C'est ce dont s'inquiète Yosra Frawes, responsable du bureau Maghreb et Moyen-Orient à la Fédération internationale pour les droits humains. Les militants se heurtent à des humiliations qu'ils croyaient disparues. Surveillance des locaux, lenteur de l'administration pour renouveler les papiers d'identité. Alors, ah oui, t'as même plus le droit de refaire ta... Ah bah, non, vous, ça va durer longtemps, par contre. Subventions bloquées par des contrôles tatillons. Dans sa rhétorique nationaliste, Kais Saied menace d'interdire les financements étrangers. Ça nous rappelle aussi des lois que la Russie essaye d'imposer en Géorgie, je crois. Enfin, c'est que, oui, enfin, du coup, ce serait encadré d'une façon qui les rendrait un petit peu compliqués. Opposition décimée et société civile à bout de souffle, le contexte facilite l'hymne à l'autoritarisme, titre le dernier rapport de l'Association tunisienne de défense des libertés individuelles. Son président, Wahid Ferchichi, on avait parlé de lui, bah oui, on avait parlé de lui plus tôt, prévient en citant les propos du pasteur allemand Niemöller. Ah, je savais pas que ça venait vraiment de quelqu'un, cette citation d'ailleurs. Pour moi, c'était un lieu commun, quoi. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, Nadawi, je n'ai rien dit. Du coup, ils font le parallèle. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Bon, ils ont coupé une partie parce que après les communistes, ils viennent chercher les homosexuels, puis les opposants, puis les juifs, enfin pas dans cet ordre-là. Et à la fin, il ne reste plus personne. Kais Saied détruit méthodiquement tout corps intermédiaire. L'Assemblée des représentants du peuple, l'ARP, c'est-à-dire le Parlement, a été la première victime du président tunisien. Bah, il a dit que c'est l'ennemi public numéro 1, son propre Parlement. Malgré qu'il l'ait dissous plusieurs fois. Enfin bon, au moins une fois. Je sais pas si c'est plusieurs fois, mais au moins une fois. Contempteur du régime représentatif, et d'ailleurs il y a eu une participation ultra faible, je crois qu'ils en parleront plus tard, pour réélire des députés. Contempteur du régime représentatif, le professeur de droit constitutionnel n'a jamais caché son mépris de l'ARP, qu'il a même qualifié, donc le Parlement, de péril réel. Ça porte des listes tant que ça, ils ont du LFI vénère ou bah non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Avec la Constitution de 2022 instaurant un système présidentialiste, les 153 députés élus en janvier par à peine 11% des électeurs, vous avez vu tout à l'heure 30%, et voilà, il y a plus de gens déjà, ont vu leur pouvoir réduit, donc déjà leur légitimité comme leur pouvoir, c'est un parlement fantôme. Réunis depuis la semaine dernière, ils n'ont pas encore réussi à voter le règlement intérieur. Difficile donc pour les élus, mélange de néophytes et d'anciens barons locaux sous l'ère Ben Ali, de constituer un véritable contre-pouvoir. Les magistrats non plus. La peur est totale, s'alarme Anas Hamedi, je ne sais pas comment le prononcer, président de l'association des magistrats tunisiens. Sur simple décision, un magistrat peut être empêché d'accéder à son bureau.
poste comment du coup Je sais que tu es plus censé... il veut avoir le judiciaire, l'exécutif, le législatif, mais bon. Faire un peu semblant un moment. S'ils n'ont pas de bureau, c'est dur de faire semblant. Depuis près d'un an, le chef de l'État a nommé un conseil supérieur de la magistrature à sa main. Pourtant, même ses membres les plus zélés sont sous pression. Sur Facebook, la police numérique de Kais Saied conspue le CSM, jugé trop timoré dans sa purge. Elias Garbi, Haitham El-Mekki et Zied Krishen sont eux aussi les cibles privilégiées des turiféraires 2.0 du président. Chaque jour de la semaine, l'animateur, le chroniqueur caustique et l'observateur politique dissèquent sans concession l'actualité dans Midi Show. Ah mince, je voulais appeler mon émission comme ça, c'est raté. On l'a lancé vers midi. L'émission phare de la première radio du pays, Mosaïque FM. Ah, c'est pour ça qu'on les voyait tout à l'heure. Depuis l'arrestation, le 13 février, de leur patron, Nourdine Boutar, le trio est devenu le symbole de la liberté. Mais Elias Garbi refuse l'étiquette de dissident. Nous faisons un travail de désenfumage pour éviter la propagande du pouvoir sans être au service de l'opposition. À ses côtés, Haitham El-Mekki jure n'avoir pas changé de ligne éditoriale, mais concède ne plus écrire tout à fait comme avant. Le fond n'a pas changé, mais la forme peut-être un peu. Qu'est-ce que ça sous-entend? Un peu d'autocensure peut-être? Bah non, ça n'a pas l'air d'être le cas, visiblement. Depuis le décret loi 54 du 13 septembre relatif à la lutte contre les infractions se rapportant au système d'information et de communication, la propagande de fausses nouvelles, fake news, this is fake news, est passible de 10 ans de prison. Ça rigole pas là-bas pour les... Est-ce que tout le monde est complotiste s'ils sont pas d'accord? Je sais pas. 10 ans de prison, c'est dur. Hein. Et Jean-Jacques Crèvecoeur de là-bas, je sais pas si c'est eux qui sont visés par ça, mais... Au moins 3 journalistes sont actuellement poursuivis sur la base de ce décret. Kais Saied balaie toutefois les accusations de despotisme. Ah non, je fous des journalistes 10 ans en tôle parce qu'ils ont dit un truc qui m'a pas plu. Ça, c'est du despotisme pour vous? Vous êtes vraiment difficile, hein. Dans ses allocutions retransmises par la page Facebook de la présidence, ah ouais, vraiment un boomer jusqu'au bout. Le mec, il fait des allocutions sur Facebook. Il aime rappeler que ses adversaires manifestent régulièrement, que dans les cafés, la parole demeure libre. Ce paradoxe fait écho aux premières années du règne de Ben Ali, pendant lesquelles liberté et autoritarisme cohabitaient. Ça va pas de soi, hein, pourtant, mais... Avec une différence de taille, cependant, en 1987, la Tunisie s'ouvrait brièvement à de libertés nouvelles. Aujourd'hui, là, les citoyens voient leur liberté se restreindre. Notamment la liberté d'informer, la liberté d'expression. Il semblerait que ce soit des choses qui t'envoient un peu facilement en prison. Et donc, il y a aussi en lien une interview. Kais Saied gouverne par le complot. Face au FMI, la Tunisie navigue au prêt. Négocie avec le Fonds monétaire international son 3e emprunt en 10 ans. Ah bah, certaines contingences demeurent, quelles que soient les personnes qui sont aux manettes. Hein. C'est de l'avier, le gars. Putain, t'imagines? Ce serait dur quand même. Le mec, il te parle de calories toute la journée. Tu sais plus quoi faire, quoi. C'est une vidéo publiée il y a 15 heures sur la chaîne YouTube de France 24. Je sais pas si jusqu'au bout de l'émission ça parle de la situation en Tunisie, mais regardons toujours le segment concerné. La pression se poursuit en Tunisie. Après l'arrestation de Rached Ranouchi, chef du parti Ennahda, les autorités ont fermé les bureaux du mouvement islamiste sur l'ensemble du territoire. Son arrestation serait liée à de récentes déclarations dans lesquelles il prédit une guerre civile en Tunisie si l'islam politique venait à être éliminé. Etanadji. Après, oui, il a sûrement réagi en mode « Ah, bah c'est une menace, donc... Son siège principal à Tunis... On me menace de me faire la guerre civile. » ...permet aux membres du parti, tout comme l'ensemble des bureaux d'Ennahda à travers le pays. Signe que l'étau se resserre autour des islamo-conservateurs, aujourd'hui encore les principaux opposants au président tunisien Kais Saied. Un nouveau coup de force qui intervient après l'arrestation du chef d'Ennahda. Eux le prononcent Kais, bon, je sais plus, j'ai entendu les deux prononciations. Rached Ranouchi à son domicile dans la capitale. La coalition d'opposition dénonce le règne de l'arbitraire. Il a été transféré à l'hôpital. Donc c'est qui s'exprime, c'est Ahmed Nejib Chebli, président du Front de Salut National, vous savez, la coalition justement. C'est une personne âgée et en même temps qui a des problèmes de santé. Son arrestation a été une surprise pour tout le monde, donc c'est vous dire l'état d'effondrement des libertés. L'ancien président du Parlement dissous en mars 2022
a été arrêté pour ses propos qu'il a tenus ce week-end lors d'une réunion de son parti. La Tunisie sans Ennahda, sans islam politique. Justement, c'est Rached Ghannouchi qui a été emprisonné pour cette déclaration, visiblement. Sans la gauche, ou sans n'importe quelle composante de sa vie politique, c'est un projet de guerre civile, c'est un crime. Après, en soi, tu peux choisir de le voir comme une menace, et tu peux choisir aussi de te dire, bah non, c'est simplement, il faut faire avec tous les composantes de l'échiquier politique de la Tunisie. On en fait partie, la gauche en fait partie, le président en fait partie. 2 autres responsables d'Ennahda auraient été arrêtés lundi soir. Depuis février, les autorités ont incarcéré plus de 20 opposants, ainsi que des ex-ministres et des hommes d'affaires. Sur France 24, ce spécialiste Être un homme politique tunisien et avoir moins de 64 ans de challenge. Effectivement, Moura. évoque une justice inféodée au pouvoir, avec un président aux méthodes autoritaires. Les personnes qui pensent qu'il s'agit juste de museler les islamistes, je pense... Atem Naftib au micro de France 24, avec un son de gauche, essayiste, observatoire tunisien du populisme. Je ne savais pas qu'il y avait un observatoire tunisien du populisme. On en a en France ou pas? Se trompe, on est en train de museler toute l'opposition petit à petit, et le fait de commencer par les islamistes pour justifier une répression, c'est quelque chose que la Tunisie a connu il y a une trentaine d'années. Ben Ali a commencé par emprisonner les islamistes avant de se retourner contre le reste de l'opposition. Un contexte politique qui suscite l'inquiétude au sein de l'Union européenne. Oui, ils ont commencé par arrêter les islamistes, mais je n'étais pas islamiste, donc je n'ai rien dit. Et... Elle a rappelé le principe fondamental du pluralisme politique en démocratie. L'opération séduction de Paul Kagame, le président... C'est tout pour le sujet. Sur la Tunisie, Al-Sisi a fait la même en Égypte. Il comparait les deux situations, effectivement, dans l'article tout à l'heure, Moura. D'ailleurs, à ce sujet, comme pour le sujet sur le Soudan, spectateurs du futur, maintenant tous les lives, ils sont sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch. Et voilà, il y aura des liens à des sources additionnelles. France 24, Le Monde, Jeune Afrique, Le Point, Le Figaro, une émission du média. Donc vous avez de quoi faire si vous souhaitez creuser le sujet.